Bonjour et bienvenue sur la chaîne Première, je suis Gaël Golen et à l'occasion de la sortie du film Les Légendaires, je suis ravi d'accueillir son réalisateur, Guillaume Ivernel. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien. La promo se déroule bien pour l'instant ? La promo se déroule très très bien et surtout c'est ce que je dis souvent, comme Les Légendaires c'est une assez grosse licence. C'est la première fois de ma vie que j'ai une promo de cette ampleur-là, donc je suis ravi. Nous sommes exceptionnellement accompagnés par deux stagiaires de 3e, en l'occurrence Achille Maldan et Eugénie Bugeaud, qui, Guillaume, vous poseront chacun une question pendant cet entretien. Et avant de commencer, on peut tout de suite découvrir la bande-annonce. 5 valeureux héros. Les Légendaires. S'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Tandis qu'ils affrontaient le sorcier, la pierre de Jovenia se brisa, condamnant nos peuples à vivre dans des corps d'enfants pour l'éternité. Si seulement quelqu'un pouvait inverser ce sort. Guillaume, Les Légendaires, avant d'être votre nouveau film, après, il faut rappeler donc, que vous avez réalisé Chasseurs de Dragons et Spices, 2 films d'animation. Avant d'être votre nouveau film, Les Légendaires, c'est une franchise énorme de 10 millions d'exemplaires vendus, je crois. Il y a une série télé, il y a un jeu de plateau, il y a même une déclinaison en manga. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à travailler sur cette franchise ? À l'époque, je travaillais dans les bureaux d'Henri Magalon, qui a été le producteur exécutif du film. Et Nathalie Gastaldo, la productrice, avait acheté les droits des Légendaires. Et elle avait vu plusieurs de mes films. Et aussi un film dont je ne suis pas le réalisateur, mais sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelait Ballerina, qu'elle avait beaucoup aimé. Et puis elle avait vu Chasseurs de Dragons. Et donc elle a parlé de moi à Henri Magalon à cette époque-là. Et Henri lui dit, bah écoute, justement, il est dans mon bureau, donc si tu veux le rencontrer, tu passes demain, et puis voilà, on va faire une rencontre. Donc c'est totalement par hasard ? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'elle avait déjà entendu parler de moi, mais c'est vrai que cette rencontre-là s'est faite très vite, complètement par hasard. Et c'est vrai que sur ce film-là, il y a eu pas mal de hasards qui sont arrivés, notamment au niveau de la musique, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Vous connaissiez les Légendaires ? Alors, c'était une saga qui vous intéressait particulièrement ? Non, parce que en fait, Les Légendaires, moi, c'est pas ma génération, puisque ça a été créé il y a une vingtaine d'années. Par contre, j'étais passé un jour aux éditions Delcourt et j'avais vu une amie qui en passant devant une affiche des Légendaires, m'avait dit ça, c'est le plus gros truc de Delcourt. Et donc j'en avais entendu parler comme ça des années avant, mais j'en avais jamais lu quand Nathalie m'a proposé d'adapter cette bande dessinée là. Par contre, c'est vrai que dès que j'ai ouvert la bande dessinée, ça m'a tout de suite parlé parce qu'en fait, avec Patrick, on a les mêmes références, notamment l'animation. Patrick Sobral, excusez-moi, l'auteur. On a les mêmes références et notamment moi quand j'étais petit je regardais le Club Dorothée et lui aussi qui a été c'était la première émission où on pouvait voir beaucoup de mangas et moi c'est vrai que ça a été un peu mon école avec aussi le magazine Métal Hurlant. Pourquoi ? Parce que les Japonais, pour moi, ont toujours fait plus du film d'animation que du dessin animé. C'est-à-dire qu'ils filment beaucoup comme de la prise de vue réelle. Et moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé chez eux. Et puis, ils ont ce truc de mélanger des univers immélangeables avec... ils peuvent mélanger des châteaux de princesse avec des tanks, du steampunk. Et moi, c'est un petit peu ma marque de fabrique. J'ai toujours adoré mélanger des trucs qu'on ne devait pas mélanger. Qu'est-ce qui a été votre premier réflexe quand le projet vous a été proposé ? Est-ce que c'était de l'excitation ? Est-ce que c'était une pression aussi par rapport à l'énorme fanbase des Légendaires ? Est-ce que vous vous êtes dit au contraire, il vaut mieux être prudent ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est un peu tout ça, c'est-à-dire que c'est vrai que la fanbase des Légendaires, c'est impressionnant parce que j'en ai rencontré beaucoup, des fans, et c'est vraiment une partie de leur vie. Donc la pression à ce niveau-là, je crois que c'est la plus grosse pression en fait, que j'ai eue sur ce film-là. Après, moi j'étais très excité parce que quand j'ai ouvert les BD, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé tout de suite. Et donc je me suis dit, c'est quelque chose qui me correspond bien.
Et alors ça, c'est un avis personnel, mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est la première adaptation que je fais de toute ma vie. Et pourtant, le film, je pense, c'est le film qui me ressemble le plus de tous ceux que j'ai faits. Qu'est-ce qui était le cœur de la saga et qu'il ne fallait surtout pas trahir? Bon, moi déjà, quand je pitch le film, je dis aux gens qui connaissent pas les légendaires, je dis c'est un Seigneur des Anneaux avec des enfants. Et moi, c'est vrai que parler de l'enfance, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc ça, déjà, c'était un élément très important pour moi. C'est une bande de copains aussi. Ce qui m'a parlé très vite aussi, c'est ce mélange entre de l'action-aventure, de l'heroic fantasy, un petit peu de steampunk, la bande de copains. Ça c'est très important. Et puis, il y a aussi une chose dans la BD qui était importante pour Sobral et qui est très importante pour les fans aussi, c'est que ce soit pas bébé. C'est-à-dire qu'on se rapproche, encore une fois, comme l'animation japonaise, plus d'un film en plus de vue réelle au niveau du découpage, mais aussi au niveau de l'esprit. Il y a des choses qui font un petit peu peur, il y a voilà, puis tous les ingrédients, action, aventure, humour. Mais en tous les cas, avec Sobral, on ne voulait pas que ce soit bébé. Vous avez décidé d'être très fidèle à la BD ou est-ce que vous aviez une marge de manœuvre, que ce soit en termes de ton ou que ce soit en termes d'histoire aussi? C'est un mélange des deux. C'est vrai que Patrick m'a laissé quand même très libre. J'ai fait des erreurs au début, c'est-à-dire que j'ai fait des choses où il me disait « Ah non, ça par rapport à la BD, c'est impossible ». Donc évidemment, je les ai corrigées. En termes de storytelling ou en termes de design? Un peu tout. Par exemple, j'avais fait un petit test 3D sur Jadina et je lui avais fait les cheveux violets parce que je trouvais ça marrant. Et alors, quand il a vu ça, il a eu un arrêt cardiaque parce qu'il m'a dit « Mais le violet dans le film, c'est la couleur du mal. » Donc, il fallait absolument pas... Voilà, c'est un exemple, mais il y en a eu pas mal d'autres comme ça. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé, ça faisait déjà... plus de un an et demi, que Nathalie Gastaldo travaillait avec les scénaristes Antoine Chomsky et Hélène Grémillon au scénario. Donc j'étais pas là au départ du scénario. Et en fait, ce qui avait été décidé, ça je trouve ça plutôt pas mal, ce qu'ils avaient tous décidé, c'est que la temporalité du film se passe sur les 3 premiers albums. Par contre, c'est une histoire originale. Donc il y a plein de personnages qui n'existe pas dans la bande dessinée, qu'on a créé pour le film. Il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est que la production est entièrement française. Spices, vous aviez tourné Spices avec un studio chinois. Cette fois-ci, vous êtes venu en France, dans un studio parisien. Quels ont été les avantages et les inconvénients concrètement de cette production hexagonale? Alors c'est presque une production française parce qu'il y a eu, c'est une production franco-belge en fait. D'accord. Il y a eu une partie, il y a un studio en Belgique qui s'appelle Drumall qui a fait une partie du travail, qui a fait tous les magnifiques décors du film et une grosse partie de l'animation. Et effectivement tout le reste après a été fait en France. Alors pas qu'à Paris, ça a été fait entre Paris, Angoulême et l'île de la Réunion. L'avantage, c'est que j'ai pu intégrer dans le processus de création déjà des gens que je connaissais, avec qui j'avais travaillé dans le passé. Et c'est vrai que notamment pour un film d'anime, c'est beaucoup plus simple quand on se connaît, parce qu'ils connaissent ce que j'aime bien, mes tics, mes envies, tout ça. Donc j'ai pu bénéficier de ça. Après, j'ai rencontré beaucoup de personnes nouvelles, parce que c'est un film qui a été fait sur ce qu'on appelle un moteur de rendu, c'est-à-dire ce qui fait l'image, qui s'appelle Unreal Engine, et c'est d'ailleurs un des premiers films faits avec ce soft-là, et c'est un soft de jeu vidéo. Pourquoi j'ai choisi de faire ça là-dessus? C'est parce que j'ai vu pendant le Covid un test sur la version 5 de ce soft-là, et j'ai dit à mes producteurs, je pense qu'avec ça, on peut faire du long métrage. L'intérêt de ce soft-là, c'est que c'est temps réel. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais des images 3D, on règle les lumières, tout ça avec les artistes infographistes. Et puis une fois qu'on a réglé ça, ils me disent va boire un café et puis tu vas voir l'image dans un quart d'heure, une demi-heure, enfin ça dépend. Là, tout est en réel, donc on travaille beaucoup plus comme sur un plateau de cinéma. On peut bouger les lumières, on voit tout de suite le résultat final. Donc et c'est qu'un début. Si jamais je refais un film avec ce soft-là, je pense qu'on peut aller encore plus loin.
L'écueil aussi, c'est que c'est pas si simple, il fallait pas que ça fasse jeu vidéo, donc on a dû travailler en croisant ce soft-là et puis les techniques du cinéma traditionnel. Donc on a mélangé un petit peu les deux. Il y a Eugénie qui a une question justement sur le process de l'animation. Alors moi, je me demandais quelles étaient les étapes pour réaliser un film d'animation. Alors il y en a beaucoup. Bon, déjà la première chose, c'est le scénario, ce qui pour moi est le plus dur dans un film. Je ne vais pas dire que le film c'est facile à faire, mais presque. Le scénario, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que on pourrait le réécrire pendant 200 ans, ce seraient des versions différentes. Ensuite, on fait tout le travail de design avec des équipes, donc que ce soit personnages, décors. Moi, comme je suis designer au départ, j'ai dessiné une partie des univers, et puis après, je les ai donnés à des artistes. Donc, pour exemple, j'ai travaillé avec Patrice Garcia, qui est le créateur d'Arthur les Minimoys, et à la fin, il y a des univers mystiques, et je pense que ça lui correspondait bien. Une fois qu'on a ça, on va faire ce qu'on appelle un storyboard. C'est tout le film. C'est comme une petite une bande dessinée, on filmerait case par case tout le film. Donc on fait une première fois tout le film comme ça, on monte le film. Et ensuite, j'ai travaillé avec une technique qui s'appelle la prévise, qui est une technique pas très connue, mais qui est très importante. C'est qu'en fait, on prend le storyboard et on va dans un premier temps le retraduire dans l'univers 3D. Mais surtout, la prévise sert à faire des caméras, on finalise le montage. Donc en fait, le film est terminé, même si c'est en niveau de grille très, très basique. Le film est terminé à cette étape-là. Ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est très rassurant pour moi et pour les producteurs parce qu'on sait ce que le film va donner, même s'il n'y a pas de couleur, même s'il n'y a pas d'animation. Et surtout, on termine le film presque avant de le commencer. C'est-à-dire avant de dépenser beaucoup d'argent, on va avoir le film fini. Donc, on va pouvoir économiser l'argent parce qu'on sait où on va. On va pas fabriquer de choses en plus. C'est vrai que les Américains, eux, parfois, ils terminent une scène complètement et puis ils se disent non, c'est pas exactement ça qu'on veut, ils la jettent. Moi, j'ai pas l'argent pour ça, donc la prévise permet de faire ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est un document aussi qui est ultra précis, qui permet de l'envoyer dans tous les départements. C'est-à-dire qu'on l'envoie au décor, on l'envoie aux gens qui vont faire les personnages, on l'envoie aux gens aussi qui vont faire l'animation. Comme ça, ils ont tous le même document et ils savent de manière précise ce que va être le film et ce qu'il faut fabriquer. Une fois qu'on a fait tout ça, que les décors sont fabriqués avec les matières, tout ça, on passe à ce qu'on appelle la lumière. Donc c'est des artistes c'est comme des chefs opérateurs en prise de vue réelle. Enfin, c'est des gens qui vont éclairer les personnages, donner les ambiances. Et une fois qu'on a fait ça, on passe dans une technique qui s'appelle le compositing, où on va encore affiner des choses, l'étalonnage pareil. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc ça prend combien de temps à peu près tout ça? Alors moi, j'ai passé 6 ans de ma vie sur ce film-là. Il y a Achille qui a une question sur les influences dont on parlait tout à l'heure. Vous aviez dit qu'avec les personnes avec lesquelles vous aviez travaillé, ça avait un peu modifié des choses. Chacun avait apporté un peu de ce qu'il avait fait, comme vous avez parlé de Arthur et les Minimoys. Est-ce que, au global, il y a eu une inspiration particulière pour la musique, pour le décor, le monde? Un film, et notamment comme celui-là, comme c'est plein d'univers différents, il y a eu plein d'influences. Il y a naturellement eu l'influence de l'animation japonaise, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit pour Patrick, pour les bandes dessinées et pour moi dans le film. Je crois que la première influence, je dirais, c'est ça. Mais ça a été aussi beaucoup au niveau des lumières, par exemple. Ce qu'on s'était dit avec le directeur des Lumières, c'est qu'on allait faire un film qui ne soit pas éclairé comme tout ce qu'on voit en animation. Moi, je voulais beaucoup me servir de la peinture classique, notamment des peintres flamands, et aussi de ce qu'on appelle la pop culture. Moi, je suis un enfant de la pop culture, c'est-à-dire que j'ai été adolescent dans les années 80, qui a été le moment où la pop culture est arrivée. Donc c'est beaucoup d'influences d'illustrateurs anglais, d'illustrateurs américains, beaucoup d'un dessinateur qui a transformé un peu la vision de la science-fiction qui s'appelait Moebius, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et par exemple, si on parle de Moebius, il y a une chose assez étonnante, c'est que dans une de ses bandes dessinées, il y a un personnage qui s'appelle Arzak, qui est un personnage qui vole sur un espèce de grand oiseau blanc, qui a été en fait la référence après pour Miyazaki, et ils ont d'ailleurs travaillé ensemble quand il a fait Nausicaa. Nausicaa qui est une jeune adolescente qui vole sur une aile blanche, alors c'est plus un oiseau, mais c'est une aile blanche. Et Jadina, dans Les Légendaires,
L'influence de Patrick Sobral, c'était pas Arzac de Mobius, mais c'était Nausicaa. Ce qui fait qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est passé comme ça. Et c'est vrai que les influences, ça part au Japon, ça revient en France. En fait, on s'influence tous les uns les autres. Donc, si on comprend bien, tous en salle le 28 janvier pour aller voir Les Légendaires, pour que Guillaume Hivernel puisse faire la suite. Merci. Guillaume Hivernel, merci beaucoup. Merci. Merci.